la Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Je vous l'avais annoncé, le Déj Info de ce jeudi reçoit pour vous François Ier Yamiogo. Il est créateur de mode et parrain artistique de cette 17e édition du CIAO. Avec lui, nous allons parler du thème de la 17e édition, artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation. Bonjour et bienvenue François Ier. Bonjour. Alors déjà, dites-nous comment François Ier s'est-il intéressé à la création de mode? Bon, François Ier s'est intéressé à la création de mode depuis des années 1970, quand il était gamin. Et puis bon, après c'est une passion. Après, voilà, il quitte plus. Il est accroché. Et c'est une affaire de mariage à vie. C'est toute une histoire. Quelle est la particularité que l'on retrouve avec François Ier? Bon, la particularité de François Ier, c'est une mode un peu engagée, une mode un peu... mode économique, une mode culturelle, une mode de transformation de matières premières locales. Bon, en Europe, je ne faisais pas ça. En Europe, je faisais une mode un peu populaire, une mode de tout le monde, une mode un peu à base d'autres matières. Mais ici, au Burkina Faso, j'ai pris le choix. C'est un engagement. Voilà, ça fait partie du patriotisme. Alors, on connaît un peu l'histoire derrière François Ier Yamiogo. Qu'est-ce qui vous a amené à revenir vers l'authenticité, à revenir vers la mère patrie, afin d'impulser les choses au niveau de la mode? Vous savez, c'est vrai de parler que revenir, mais moi je me pose des questions. Vous savez que l'homme propose, Dieu dispose. Quand vous avez un destin que Dieu vous a mis, vous allez beau faire. Vous allez suivre votre destin. Peut-être si j'étais resté là-bas, peut-être depuis longtemps je suis parti. Mais comme j'ai accepté de suivre mon destin, je suis revenu. Parce que sinon, c'est pas... Le plus souvent, les forces, on croit qu'on est capable, on est intelligent, on a des forces, on fait tout, mais non. Il y a un être suprême qui est quelque part, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais j'y crois, qu'on appelle Dieu, qui vous trace votre voie. Et si on se situe en termes d'années, en quelle année vous vous êtes retrouvé en Europe? En quelle année vous avez décidé de revenir et de commencer les choses, la mode ici au Burkina? Je me suis retrouvé en Europe en 1978 et j'ai commencé à m'intéresser au Burkina Faso en 1995. J'ai eu une rencontre avec Michel Bossofa, avec Big Ben, que je suis venu ici. Et puis ça a commencé un peu comme ça, comme une mèche qu'on allume. Et après, dans les années 2004, j'ai créé la société ici. Et voilà, mode éthique contemporaine. François Ier, qu'est-ce que ça fait d'avoir été choisi comme parrain artistique d'une édition comme celle du CIAO? Bon, j'ai été choisi tout simplement, vous savez, c'est un honneur. C'est quelque chose que je ne peux pas, qui est très fort. Parce que c'est vrai, on m'a choisi, mais derrière moi, c'est toute une corporation. Et c'est toute la corporation qu'ils ont valorisée. C'est toute, ils ont montré qu'au fait, notre corporation aussi, il y a des leaders. Et je pense qu'aussi, ils ont compris, ils ont montré que pour que les jeunes comprennent aussi que dans cette corporation, il y a des opportunités d'emploi. Et que ça va avec le thème du CIAO, entrepreneuriat, autonomisation. Et que si, en tant que professionnel dans le domaine, c'est un autre regard du CIAO. Je ne sais pas si vous avez vu comment le CIAO ne désemplit pas. Et les stands de créativité où je suis, il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des personnalités, des gens qui viennent s'imprégner. Tout simplement parce que je pense que le CIAO est en train d'aller vers la réflexion aujourd'hui, pas seulement le CIAO, de la société actuelle, en train d'aller vers... comment on appelle ça, la reconnaissance et le mérite, et puis aussi le travail. Sinon, on aurait pu prendre un opérateur économique et puis voilà, et puis ne pas s'adresser à des gens comme nous. C'est toute une histoire entre vous et la mode. Est-ce que de plus en plus, nous sommes en 2024, est-ce que de plus en plus vous sentez un intérêt de la part de la jeunesse pour l'artisanat, pour la mode? Mais la jeunesse est à fond dans l'artisanat. Quand vous regardez même les universitaires partout, on voit la créativité dans toute la ville. Vous savez, se promener, faire des pop-corn, faire des trucs, vendre aussi, c'est de la créativité. Regardez autour du CIAO, tout se vend, tout est créé, des petits chapeaux, des petites casquettes, tout est de la création. Mais seulement, il faut que cela soit encadré, qu'on leur donne des moyens
qu'on professionnalise le secteur, qu'on structure le secteur, qu'on a vers le développement avec des entreprises structurantes, avec voilà, développer le capital humain pour qu'on puisse aller à l'avant. Sinon, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est... La création est partout. Pour vous, aujourd'hui, quels sont les défis de l'artisanat africain? Les défis de l'artisanat africain est qu'aujourd'hui, l'artisanat africain a le vent pourpre. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui est fait par la machine, c'est saturé. Le monde actuel, aujourd'hui, je ne vous dis pas que ce qui se passe dans les pays comme le Pakistan, Bangladesh, la Chine, tout est en train de s'écrouler. La grosse production, je parle. Les produits pas chers et remplis les placards, les gens n'en veulent même plus. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de l'artisanat, d'avoir les faits main, d'avoir la possibilité d'avoir une main-d'œuvre pas chère. Donc, c'est à nous de faire maintenant des produits de qualité et structurés, des produits maintenant qui puissent habiller notre population pas chère et que aussi pouvoir l'exporter. Et que le monde entier, les autres ne peuvent pas faire ce genre de produits parce qu'ils n'ont plus de main-d'œuvre. Ils ne sont pas capables de faire ce que nous faisons. Mais si nous s'amusons pour entrer dans la grosse production, on risque d'avoir des problèmes dans les années à venir. Alors que là, ce que nous faisons, on peut le pérenniser, on peut l'encadrer. Donc l'artisanat a le vent pourpre devant. Qu'est-ce qui est faisable? Que faut-il faire pour encourager, pour aider nos artisans à mieux se valoriser, à mieux se faire connaître, non seulement dans nos pays, mais beaucoup plus à travers le monde? Ce qu'il faut faire, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de choses se font. On fait beaucoup de choses, on injecte beaucoup d'argent. On ne peut pas dire que dans l'artisanat, l'État n'injecte pas de l'argent. Mais il faut que cela soit encadré. Il faut que cela soit... Il y a tout un système, il y a toute une culture que l'artisan doit savoir. Et le gros problème qu'on a ici aussi, qui bloque, qui plombe aussi l'évolution de l'artisanat, nous on est dans un système très associatif, on a un système très fêtière, qui fait que le plus souvent, ceux qui dirigent même les fêtières sont par vote, main levée, et que souvent, ce n'est pas des gens vraiment professionnels qui sont devant les fêtières. Et qui fait que c'est difficile qu'ils tirent les autres vers le haut, et qu'il y a des artisans frustrés. Après, même ces artisans, c'est difficile d'aller en équipe, d'aller dans l'économie du groupe. Donc, il faut qu'on essaie de voir, changer cette culture-là, aller vers des gens, comment on appelle ça, des vrais acteurs, des vrais professionnels, et puis structurés. Mais si on passe toujours le temps en disant des fêtières, vous savez, quand il y a quoi que ce soit, on s'adresse aux fêtières. Hein. Voilà, et les fêtières, c'est qui? C'est toujours les présidents et puis les secrétaires généraux le plus souvent. Les autres sont là pour le nombre. Et qu'on arrête de faire ce qu'on appelle la formation de masse. On peut former même 10 personnes très efficaces, et les 10 peuvent tirer les autres. On n'a pas besoin de former 1000. Vous voyez? Donc il y a beaucoup, c'est culturel au fait. Et cette culture-là, ce n'est pas de notre faute. On nous a imposé depuis des années, qui n'est pas la faute du régime actuel. Hein. Ça, il faut qu'on décomplexe tout, en fait. Il faut qu'on accepte changer certaines choses. C'est culturel. Et cette culture-là, il faut qu'on aille vers la professionnalisation, la spécialisation, et voilà, des gens, des vrais gens, capables de tirer les autres. Sinon, on va tourner en rond. Alors, vous avez dit quelque chose d'important, il faut aller vers une certaine restructuration des fêtières, il faut corriger les choses à ce niveau afin d'éviter d'avoir ces artisans frustrés. Qui doit actionner le levier? Est-ce que c'est vous les acteurs ou est-ce à l'autorité d'actionner le levier pour faire changer les choses à ce niveau? Je ne dis pas d'éliminer les fêtières. Les fêtières, vous savez, c'est un peu... Les fêtières sont là, c'est un peu social. Les fêtières, le plus souvent, ce n'est pas le développement. Les fêtières sont là sous forme d'association, ceci, cela, pour avoir la cohésion sociale, tout ça. Mais on parle d'entrepreneuriat, on parle d'industrialisation. C'est difficile. Les fêtières, le temps se regrouper, mais vous savez, quand on dit un séminaire, le plus souvent, les gens que les fêtières envoient même pour la réflexion, ce n'est pas des gens à la hauteur. On choisit seulement la MIP pour les perdre. Mais excuse-moi, hein, je sais que j'aurais la guillotine sous la tête, mais ce n'est pas grave. À mon âge, hein, je n'ai pas peur de la guillotine. Donc vous savez qu'aujourd'hui,
On envoie souvent des gens, même souvent quand vous êtes dans la salle pour la réflexion, c'est pas à la hauteur de la réflexion, du débat qu'on mène, parce que les fêtières envoient les gens. Et les gens qui sont capables même de pousser la réflexion, on les évite. C'est ça que je veux dire. Il faut qu'on sait, vous savez, dans n'importe quelle fêtière, dans tous les fêtières, on sait qui est qui. On connaît les professionnels. C'est pas la peine de faire de cela. On connaît. On connaît les personnes de ressources. Il faut aller vers les personnes de ressources et les réunir et donner les moyens et leur dire voilà le résultat qu'on veut. Point barre. Et celui qui ne fait pas les résultats, on le met en prison. Excuse-moi du mot. Je suis dur, mais c'est comme ça. Oui, il rembourse. Voilà. Mais si on va passer notre temps chaque fois, regardez tout ce qui se passe. C'est toujours, on tourne autour, fêtière, ça n'avance pas. Donc si vous injectez de l'argent, c'est toujours pareil. Quand on dit fêtière, c'est toujours le président, le secrétaire général, c'est eux. Regardez même les voyages qu'on fait, qu'on va dans les pays. Vous voyez des professionnels qui voyagent, c'est toujours les chefs de fêtières, c'est financé. Et c'est un problème. Il faut que ça change. Je n'ai pas dit d'éliminer des fêtières. Hein. Les fêtières peuvent être là pour la cohésion sociale, pour le rassemblement. Mais si on veut développer, si on veut aller vers l'entrepreneuriat, il faut aller vers les personnes ressources, les acteurs, par catégorie. Par catégorie. Il y a des gens qui emploient 20 personnes, il y a des gens qui emploient 50 personnes, il y a des emplois qui envoient 100 personnes. Ils ne peuvent pas aller s'asseoir et faire des débats avec celui qui n'emploie personne. Vous voyez, non? Il y a des gens aussi qui n'emploient personne. Il faut faire par catégorie. Même les débats doivent être faits par tranche d'entreprise. Il y a l'entreprise individuelle, il y a l'entreprise informelle, il y a l'entreprise petite et moyenne entreprise, il y a la petite et moyenne industrie, il y a l'entreprise de grosse industrie. Entreprise, ce n'est pas entreprise. Alors que quand on dit un débat où on veut faire quelque chose, on réunit tout le monde dans la même salle. Le débat fausse et d'autres sortent. Après, ça fausse le débat. C'est ce que je vais dire. Alors, François Ier, le mois d'octobre a consacré justement cette période où on a incité les Burkinabés à consommer local. Et qui parle de consommer local parle aussi de ce que nous avons. Nous avons le coton. Pour vous, le secteur du pain tissé, comment est-ce qu'il se porte? Oui, bon, le mois d'octobre, l'année dernière, j'étais parrain artistique aussi du consommation local. Je les remercie au passage. Mais vous savez, la consommation locale, c'est bien parti. Il n'y a rien à dire. Et le gouvernement actuel, c'est leur cheval de bataille. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous savez, on va beau parler, on n'a pas d'autre alternative de développement de ce pays, à part notre domaine, à part l'artisanat, à part la culture, l'économie, c'est-à-dire l'économie de la culture. Il faut il y a des pistes. Maintenant, c'est de sortir, donner des pistes. On n'a pas le choix. Et le consommation local aujourd'hui est bien parti. Le seul problème qu'on a dans notre domaine est qu'il y a des fils importés qui est venu un peu de d'autres pays, qui est venu plomber. Mais Dieu merci, je remercie le gouvernement qui réagissent vite, qui n'attendent pas. Ils ont pris un décret et ils ont supprimé, ils ont dit voilà, interdiction du fil, importation, interdiction du pain, venez d'ailleurs. Mais c'est des choses, depuis des années, j'ai parlé. On dit je parle trop. J'ai dit, c'est pas possible. Comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que vous savez, je vous donne un exemple. Vous savez que quand vous parlez, vous montrez, je vous donne un exemple. Dans des pays développés, quand on fait un produit, avant de lancer le produit, on prépare la communication. On prépare d'abord l'image du produit. On essaie de structurer d'abord pour produire derrière. C'est-à-dire qu'on soit sûr de la production. Et puis après, maintenant, le jour J, quand on lance le produit, on a déjà les structurations, on a de quoi? On a la production, on est capable de produire le produit. Mais ici, on lance tout, et l'autre côté, c'est pas structuré pour produire. Comment ça se passe maintenant? Après, il y a le vide. Et la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les hommes d'affaires, les businessmen se mettent tout de suite parce que le produit est lancé, mais en réalité, le côté production n'est pas organisé. Et c'est leur marché maintenant, c'est ce qu'on a fait avec le pain du 8 mars, c'est ce qui est arrivé avec le Faso d'Anfani, avec le Cocodona, qui on a fait la promotion, on a lancé. Et le secteur même n'a pas des entreprises structurant production. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, le besoin est, qu'est-ce que les gens font? Ils font appel ailleurs, ils essaient de prendre ailleurs. Mais si on avait aidé les gens, structurer le domaine, on sait que la production va suivre, on allait occuper le terrain.
Pourtant, on a vu des entreprises comme la filature du Sahel, Filsa, se retrouver avec du fil qui pourrissait dans ces magasins. On a fait les images à True TV ici. Oui. On a vu des méventes de près de l'ordre du milliard. Oui. Pourtant, c'est des gens qui font des efforts à ce niveau. Donc, il y a un problème aussi au niveau de la consommation même du citoyen. Au-delà de tout. Attention, ne mélangeons pas les choses. Allez-y. Il y a le fournisseur de matières premières. Il y a la production du produit fini. Moi, je suis dans le produit fini, dans la production. Le fournisseur de matières premières, si nous, on ne produit pas, la matière première va stagner. On se comprend, non? On a toujours favorisé Filsa, c'est vrai, Filsa produit le fil. Les femmes font le tissage, la matière première. Nous, on est à la fin, la transformation et tout ça. Donc si on n'encourage pas la transformation, si on ne met pas de structures pour la transformation, s'il n'y a pas des entreprises comme nous autres qui vont transformer, par exemple, moi je transforme 15 tonnes par an, mais si j'avais eu des soutiens, j'allais transformer peut-être 50 tonnes par an. Mais s'il y a 20 personnes, 30 personnes comme moi, comment ça se fait? Filsa, les fils n'allaient pas pourrir chez Filsa. C'est ça. Mais s'il n'y a pas s'il n'y a pas des gens pour transformer, le fil va rester chez Filsa. En dehors de ça aussi, certaines personnes n'ont pas joué le jeu. Ils ont demandé à ce qu'on abolit le faso d'Anfani. Elles ont demandé à ce qu'on les accompagne dans les formations, tissage, teinture et tout. L'État a fait. Mais qu'est-ce qu'elles font? En complicité avec les commerçants. Les mêmes gens font venir du fil d'ailleurs et les commerçants distribuent dans des circuits souterrains avec ces gens-là. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de patriotisme. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Soit on accepte développer le patriotisme, l'État accompagne, mais on ne peut pas jouer double jeu. Non. Il y a des gens qui jouent double jeu. Et pourquoi ils ne sortent pas pour dénoncer? Les mêmes gens, les mêmes acteurs qui ont défendu la labellisation, qui ont labellisé le faso d'Anfani, et c'est les mêmes acteurs qui achètent le fil béni d'ailleurs. Il y a un problème, non? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? Moi, je pense que le gouvernement a compris. Et la décision d'interdiction, moi, j'étais très ravi, j'étais content. Si j'avais le téléphone des hautes autorités, j'allais même appeler, dire voilà, je vous offre du champagne. Qui vous suivent actuellement, vous pouvez déjà rendre cette reconnaissance. Aujourd'hui, quels sont les défis liés justement à la formation de nos artisans pour la préservation des techniques traditionnelles que nous avons? Et la formation, il faut que la formation soit deux volets. Souvent, on mélange tout. Le traditionnel, c'est nos valeurs ancestrales. Sa formation fait par exemple les boubous, façon d'Anfani, la tradition, notre culture doit être à part. La formation pour aller vers une mode éthique contemporaine comme je fais, exportable, l'industrie doit être à part. On mélange tout. On mélange tout. Ce n'est pas les mêmes choses. Par exemple, moi, je ne fais pas les boubous. Je ne fais pas du traditionnel. Je fais de l'éthique contemporaine. Je fais des vêtements pour l'industrie. Je suis l'homme qui est dans l'industrie, qui parle d'industrie, qui veut aller que l'artisan aille dans l'industrie. Donc, la tradition, c'est un autre monde. Donc, on doit spécialiser le secteur. Et la formation aussi, pareil. On doit avoir ce qu'on appelle la formation continue, la formation professionnelle, le perfectionnement. En ce moment, ça nous permet de faire des produits de qualité, ça va nous permettre d'aller vers l'industrie. Et puis, ce n'est pas fini. On doit aussi inciter, aller dans les écoles. Je profite de l'occasion de dire encore merci au gouvernement qui a décidé de dire qu'aujourd'hui, l'école doit être école entreprise. Moi-même, je suis président de concertation d'une école polytechnique Ouara 2000 où j'enseigne. Je suis le président de concertation entreprise-école. À partir de là, maintenant, les données vont changer. C'est-à-dire, l'élève qui va à l'école, il doit pouvoir découvrir l'entreprise pendant qu'il est étudiant. Qu'on ne finit pas ses études et puis maintenant, on commence à dire « je cherche du travail ». Non, tu dois savoir déjà une idée de ce que tu fais. Dans l'artisanat, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a le côté informatique, numérisation. Il y a le côté graphiste. Il y a le côté administration. Il y a le côté même... comment on appelle ça? Le mode, c'est-à-dire journaliste de mode. Il y a tout dans notre travail.
Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui on a un journaliste de mode? On n'a pas de journaliste même dans l'artisanat qui peut décortiquer l'artisanat, il n'y en a pas. Vous voyez, on a du boulot. Mais comment arriver à ça? Je pense que la machine est en route. Je pense que ça a démarré. Mais, le slogan de notre président, tout est urgent. Donc, il faut aller vite. Il faut aller vite. Il faut aller vite. Voilà. François Ier Yamyogo, merci à vous d'avoir accepté l'invitation du DEJ Info. Et vraiment, c'est gentil. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous êtes créateur de mode et parrain artistique de cette 17e édition du CIAO. Encore merci. À vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM, ainsi se referme ce numéro du DEJ Info. Et en attendant de vous retrouver demain pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le DEJ Matinal Info.